Les liens sociaux sont l'ensemble des relations qui unissent les individus faisant partie d'un même groupe social et ou qui établissent des règles sociales entre individus ou groupes sociaux différents. Mais du coup, quels sont les changements législatifs au cours du temps qu'ont subi les liens sociaux, tels que les liens dans la famille? Le lien de filiation, c'est le lien juridique qui unit un enfant à ses parents et sa famille. La filiation entraîne de nombreuses conséquences juridiques. Par exemple, les parents transmettent leur nom à leur enfant. Les parents deviennent également titulaires de l'autorité parentale. Et ils ont un devoir d'éducation, d'entretien et de nourriture face à leur enfant. La filiation est d'une importance considérable puisqu'elle constitue l'un des éléments fondateurs de l'identité d'une personne. De plus, la famille est le premier groupe social auquel appartient un individu. La filiation peut être établie par la loi, par exemple, on inscrit le nom des parents sur l'acte de naissance. Elle peut également être établie par reconnaissance, lorsqu'on reconnaît l'enfant devant le maire. Enfin, la filiation peut être établie par possession d'état, c'est-à-dire que l'on n'est pas forcément le parent biologique de l'enfant, mais on se comporte comme tel, par exemple lors de l'adoption. Il existe deux types de filiation, la filiation biologique et la filiation adoptive. La filiation biologique se fait par un lien de sang. Elle est constituée de la filiation légitime pour les enfants nés de couples mariés et la filiation naturelle pour les enfants nés de couples non mariés. La filiation légitime et la filiation naturelle ne sont plus distinguées depuis 2006. Il existe également la filiation adoptive pour les enfants n'ayant aucun lien de sang avec leurs parents. On y distingue également deux types, l'adoption plénière, qui crée un nouveau lien de parenté entre les parents adoptifs et l'enfant, et qui coupe ainsi tous les liens avec la famille d'origine. Elle est irrévocable et se fait donc sous certaines conditions. Elle n'est généralement possible que pour un enfant de moins de 15 ans, considéré comme pupille de l'État ou déclaré abandonné par la justice. A contrario, l'adoption simple permet d'établir la filiation entre les parents adoptifs et une personne, même majeure, sans toutefois supprimer les liens de filiation avec la famille biologique. Dans les deux cas, l'enfant adopté obtient les mêmes droits et devoirs que les enfants biologiques. Nous pouvons distinguer une évolution du statut familial au cours du temps. Depuis le XIXe siècle, 3 types de familles ont été découvertes, dont 2 sont de forme traditionnelle. Nous retrouvons la famille communautaire, définie sous le terme de famille patriarcale au milieu du XIXe siècle par Frédéric Leplay, ingénieur, homme politique et réformateur social français. Elle correspond à la cohabitation d'au moins 2 générations dans le même foyer et par des coutumes d'héritage partagées de façon égalitaire. On pourrait appeler cette forme de filiation comme étant patrilinéaire, car dominée par un patriarche. Nous retrouvons aussi la famille élargie, définie au milieu des années 1970 par Claude Lévi-Strauss, anthropologue et ethnologue français. Elle correspond à un ensemble apparenté de plusieurs personnes vivant dans le même foyer. La famille souche en est le meilleur exemple. C'est un type particulier de parenté et d'organisation de la vie en société où chaque génération ne possède qu'un seul couple et où le lieu de résidence est considéré comme l'entité sociale fondamentale. C'est une sorte de personne morale autour de laquelle se structurent les relations entre individus. À ce jour, nous parlons d'une forme familiale plus moderne que l'on appelle famille nucléaire. Elle correspond au regroupement de 2 adultes mariés ou non, ayant ou non des enfants non mariés. C'est le modèle familial le plus répandu de la société occidentale, directement héritière de la société romaine, dans laquelle le couple monogame est à la base de la structure familiale. Selon les époques, ce couple monogame a pu exclusivement être hétérosexuel, comme dans la période médiévale, ou à la fois homosexuel et hétérosexuel, comme dans la Rome antique ou l'époque contemporaine. Nous allons nous intéresser aux dates clés qui ont permis les changements législatifs au cours du temps des liens sociaux et notamment dans la famille. Tout d'abord, le 20 septembre 1792, un couple peut enfin divorcer sous certaines conditions. Le 19 juin 1923, on voit apparaître le droit à l'adoption, qui sera nuancé car en effet, il exclut encore les personnes homosexuelles. Ensuite, en 1967, c'est la légalisation de la pilule. En 1975, la loi permet enfin de divorcer, mais cette fois-ci avec le consentement des 2 parties.
De plus, on retrouve la loi Veil pour la légalisation de l'avortement. En 1982, il y a la dépénalisation de l'homosexualité en France, jusqu'alors considérée comme un crime. En 1999, il y a la création du PACS, un contrat fixant les modalités de la vie commune entre deux personnes non mariées. En 2004, le premier mariage homosexuel a lieu en France. Il sera par la suite annulé car considéré comme illégal. Enfin, le 17 mai 2013, on voit apparaître la loi pour le mariage pour tous. Cependant, il y aura de nombreuses contestations et la France sera critiquée pour son retard comparé aux autres pays européens. L'union libre est un terme qui définit les couples de différents ou même sexes résidant ensemble sans être mariés ou pacsés. Le concubinage en union libre est reconnu par la loi du 15 novembre 1999 sur le PACS qui en a donné une définition. Le concubinage a des conséquences juridiques diverses, notamment en matière de filiation, d'autorité parentale, d'adoption, d'allocation familiale, d'impôts et de patrimoine. Dans le domaine de la filiation, les parents en concubinage peuvent reconnaître l'enfant ensemble ou séparément par déclaration à la mairie. Le père doit reconnaître forcément l'enfant devant la loi. Pour la mère, si son nom est présent sur l'acte de naissance, la filiation maternelle est automatique. Dans le domaine de l'adoption, un couple en union libre ne peut pas adopter un enfant ensemble. Seulement un des deux individus peut adopter. Il sera considéré parent de l'enfant, tandis que le second individu ne sera pas parent. Dans le domaine de l'autorité parentale, normalement les deux parents ont une autorité parentale commune. Si la filiation d'un parent est déjà établie et que celle de l'autre parent n'est établie que plus d'1 an après la naissance, alors l'autorité parentale revient au premier parent. Dans le domaine des allocations familiales, avoir au moins un enfant donne le droit aux allocations, même si le couple est en concubinage. Dans le domaine des impôts, les revenus des concubins ne peuvent pas être déclarés ensemble. Chaque individu doit déclarer ses propres revenus. Chaque enfant à charge n'est pris en compte que par l'un des parents. Les concubins doivent déclarer l'IFI, impôt sur la fortune immobilière, ensemble puisque le patrimoine total du foyer est pris en compte. Dans le domaine du patrimoine, dans un concubinage en union libre, chaque concubin est le propriétaire unique de ses biens. Il n'y a pas de mise en commun automatique, même si le couple peut décider d'en acheter ensemble. Il faut noter que lors de la séparation d'un couple non marié, la pension alimentaire ne concerne que les enfants. Elle est versée par le parent qui n'a pas la charge des enfants au quotidien, et en cas de garde alternée, elle apparaît en cas de grande disparité des revenus. La pension alimentaire prend fin lorsque l'enfant devient capable de s'assumer tout seul et son montant est défini par un juge. Nous venons de voir que les liens sociaux familiaux ont subi de nombreux changements législatifs au cours du temps. Le modèle familial a changé plusieurs fois, notamment grâce à de nombreuses lois qui lui ont permis d'évoluer.